La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je ne fête pas le nouvel an, car je sais ce qui va arriver. Je ne veux pas vous dire cela. Si j'avais le choix, j'emporterais ce secret dans ma tombe. Les faits sont aussi horribles que difficiles à comprendre. Alors je vais aller droit au but. Il n'y aura pas d'année 2026. Il n'y a pas eu non plus de 2025, ni de 2024, ni de 2023, mais j'y reviendrai plus tard. Si vous êtes comme moi, vous vous demandez probablement qui est cet homme et de quel droit fait-il des déclarations aussi insensées et farfelues? Eh bien, je suis scientifique. Et mon travail consiste à poser ce genre de questions. Des questions difficiles auxquelles on ne peut répondre sans test et sans preuve irréfutable. Mon mentor, le Dr Fallow, disait souvent « Nous croyons en Dieu. Tous les autres apportent des données. » Et jusqu'à aujourd'hui, c'était aussi ma philosophie. Nos recherches dans le laboratoire Andros se concentraient sur l'identité gravitationnelle du temps. Vous voyez, chaque jour, chaque heure, chaque milliseconde porte sa propre signature temporelle unique. Nous utilisions beaucoup d'équipements de haute technologie, mais le plus important était essentiellement un tableur sophistiqué. C'est là que nous avons saisi les signatures temporelles et recherché des modèles dans les données remontant à plus de 20 ans. Seul le Dr Fallow était censé avoir un accès complet à notre système. Mais cela a changé il y a quelques heures lorsqu'il a été appelé de manière inattendue pour une urgence familiale. Il restait cependant du travail à faire, et j'étais le seul dans le laboratoire en qui il avait suffisamment confiance pour le faire. Au début, je pensais que le Dr Fallow avait pris la bonne décision en me confiant ses codes d'accès. Mais plus tard, seul dans le laboratoire, avec pour seule compagnie la lueur des lumières de secours, je n'en étais plus si sûr. Je m'étais toujours interrogé sur les fichiers confidentiels de notre système, ce que seul le Dr Fallow pouvait consulter, et je savais que je n'aurais plus jamais l'occasion de découvrir leur contenu. Une fois mon travail terminé, je n'ai plus réussi à réprimer ma curiosité. Même si je savais que je n'étais pas seul dans le laboratoire, j'ai regardé par-dessus mes deux épaules avant d'ouvrir les fichiers. Je m'attendais à trouver quelque chose d'époustouflant, voire de scandaleux. Mais je n'ai trouvé qu'une autre série de feuilles de calcul. Elles étaient identiques à celles auxquelles j'étais habitué, à une petite différence près. Les signatures temporelles n'avaient pas changé depuis mai 2016. Je compris rapidement qu'il s'agissait de données réelles. Le Dr Fallow avait manipulé nos instruments pour créer de faux résultats, et ce depuis des années. Mais pourquoi? Je n'arrivais pas à comprendre. De plus, si ces chiffres étaient exacts, le temps s'était arrêté il y a 9 ans. La porte claqua. Le Dr Fallow entra précipitamment, secouant la neige fondue de son parapluie. Il marmonna quelque chose à propos d'une réaction allergique de son plus jeune fils et me demanda comment avancer mon travail. Mais je ne l'écoutais pas. J'étais trop occupé à essayer de couvrir mes traces. J'aurais dû m'en douter. Le Dr Fallow a tout de suite vu que j'avais pris mon pied, et en 5 pas rapides, il était derrière moi. Impossible de cacher ce que je faisais. Mon cœur s'est serré. Ça pouvait me coûter mon boulot, voire des poursuites pénales. Le Dr Fallow a posé une main sur mon épaule. Il m'a dit que j'avais l'air fatigué et que je devrais rentrer chez moi pour me reposer. Je n'en croyais pas mes oreilles. J'avais accédé à des informations classifiées et il allait simplement me laisser partir. Le vieil homme sévère a resserré sa prise sur mon épaule.
Ses yeux d'un bleu profond essayaient de m'avertir de quelque chose, mais je ne savais pas quoi, pas tout de suite. Ce n'est que lorsque je me suis levé de la chaise de bureau que j'ai remarqué la silhouette debout dans le coin de la pièce. Dans la pénombre du laboratoire, qui pouvait dire depuis combien de temps elle était là, à m'observer? Quand je la regardais de face, elle semblait être un homme ordinaire vêtu d'un costume noir. Mais du coin de l'œil, elle apparaissait comme quelque chose de complètement différent, quelque chose d'inhumain et d'anormal. Quelque chose avec une peau grise tachetée et un visage sans traits, à l'exception d'une bouche béante et édentée. Quelque chose avec trop de doigts. Quelque chose qui semblait ramper plutôt que marcher lorsqu'il se déplaçait. J'ai ouvert la bouche pour crier, mais le docteur Fallow m'a interrompu. Il a ouvert la porte du laboratoire en la claquant et nous a proposé de marcher ensemble jusqu'à nos voitures. Il lui fallait toute sa force pour empêcher sa voix de trembler. Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder par-dessus mon épaule la silhouette dans le coin alors que nous partions. Mais quand je l'ai fait, elle avait disparu. Ce n'était pas seulement mon imagination. Le docteur Fallow l'avait vue aussi. J'en étais sûr. Mais il gardait le silence. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi effrayé. Le docteur Fallow jetait un coup d'œil à chaque bureau sombre et chaque couloir vide que nous croisions, comme s'il s'attendait à ce qu'une créature innommable le saisisse et l'entraîne à l'intérieur. Lorsque nous sommes arrivés au parking, il est monté dans sa voiture recouverte de neige comme un condamné, sans même essuyer le pare-brise avant de démarrer. Il ne m'avait toujours pas adressé la parole, et j'avais le terrible pressentiment que je ne le reverrais jamais. Je me retrouvais seul sur le parking du laboratoire. Peut-être pas. En tendant la main vers la portière de ma voiture, je sentis une présence derrière moi. J'étais sûr que si je me retournais, la silhouette en costume noir serait là, à quelques centimètres derrière moi, prête à refermer ses doigts fins autour de ma gorge. Bien sûr, quand je me suis retourné, il n'y avait rien d'autre que de la neige qui tombait. Pourtant, je ne pouvais pas me défaire de l'impression que la chose était là, juste au-delà du coin de mon champ de vision. Je me suis dit que c'était juste la peur et le stress, que la paranoïa du docteur Fallow m'affectait aussi, mais je n'y croyais pas. Enfin, pas vraiment. Même une fois rentré chez moi, derrière une porte verrouillée, une tasse de thé chaud à la main, mon cœur battait toujours aussi fort. Le temps se répétait. Cela aurait dû être impossible, mais les données étaient irréfutables. Soudain, je me suis souvenu de Ted Wu. Ted était une connaissance de mon programme d'études supérieures, un grand type louche, qui était toujours entouré d'une odeur de cannabis, de Cheetos et d'une autre odeur plus désagréable que je ne pouvais identifier. Il se vantait d'utiliser beaucoup le dark web. Aucun d'entre nous ne voulait savoir pourquoi d'ailleurs, et d'y avoir créé un forum caché, un endroit où les scientifiques pouvaient partager leurs découvertes de manière anonyme. Ted a disparu quelques années plus tard, mais son forum de libre expression sur les scientifiques, sur le dark web, lui, était toujours actif. Si quelqu'un pouvait expliquer l'anomalie que j'avais rencontrée, c'était là que je le trouverais. Partager ma découverte reviendrait à trahir la confiance du docteur Fallow, mais je devais savoir. Le sentiment qu'une présence se trouvait dans la pièce avec moi devenait de plus en plus fort. J'avais le terrible pressentiment que si je ne découvrais pas rapidement la vérité, je deviendrais fou avant le lendemain matin. J'étais sur le point d'appuyer sur « Envoyer » lorsque je sentis 8 longs doigts articulés se refermer autour de ma tête. Sa prise puissante me fit pivoter et je me retrouvai face à face avec la créature du laboratoire. De près, l'illusion d'un homme terne en costume noir s'évanouit complètement. C'était douloureux à regarder, et pas seulement à cause de sa peau visqueuse, tachetée de gris et de ses membres supplémentaires. C'était la façon dont elle clignait des yeux et se déplaçait, comme si elle existait dans plus de 3 dimensions à la fois.
J'ai fermé les yeux, mais je ne pouvais pas faire abstraction du bruit que faisait sa bouche. Un son sec et rauque, comme le vent dans l'herbe morte. Il me parlait, mais je ne comprenais pas ses mots, jusqu'à ce qu'il enfonce un de ses doigts froids et visqueux dans mon oreille. Je me suis tortillé sous l'effet de cette sensation envahissante, mais quelques secondes plus tard, quelque chose a fait tilt dans mon cerveau et j'ai pu comprendre ce qu'il disait, même si j'aurais préféré ne pas le comprendre. « Es-tu sûr de vouloir une réponse à ta question? Vraiment sûr ?» La chose disait. J'ai crié. Il a resserré son étreinte jusqu'à ce que j'ai l'impression que ma tête allait se fendre comme un œuf. La douleur était insupportable. « Allez, primate, dis-nous ce que tu crois savoir. » Après cette question, j'ai pris mon courage à deux mains. Les années, les jours, ils se répètent. Pourquoi? Un cri strident et écœurant a résonné dans mon crâne. Je crois que la chose riait. Pour pouvoir nous nourrir, nous te faisons revivre le même cycle encore et encore, en rendant la simulation un peu plus horrible à chaque fois. Nous allons extraire toute la douleur et la peur de ton petit cerveau de primate jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. « S'il vous plaît, » ai-je dit, « ne me tuez pas. » Te tuer? Tu veux dire maintenant? Pourquoi faire? Nous avons toute l'éternité pour te tuer autant de fois que nous le souhaitons. Non, tu as un autre rôle à jouer. Tu vas partager la vérité avec tes compagnons primates. Nous aimerions voir comment ils vont réagir à ce stade de la simulation. Sa bouche se tordit en une horrible imitation de sourire. Nous sommes aussi des scientifiques, tu sais. Et si je refuse? Eh bien, nous pourrions toujours te faire descendre de quelques niveaux dans la simulation. Pourquoi ne pas jeter un œil à ce qui t'attend dans quelques années, selon ton calendrier, et nous dire ce que tu en penses? Un vent froid et poussiéreux me fouetta le visage. J'ouvris brusquement les yeux. J'étais allongé à l'intérieur d'un tuyau en béton brisé. Une neige grisâtre tombait du ciel noir au-dessus de ma tête, mais je la voyais à peine. Il n'y avait aucune lumière nulle part. J'aurais dû m'inquiéter de l'endroit où je me trouvais, de qui j'étais, voire de l'époque à laquelle j'étais, mais soudain, tout ce qui m'importait, c'était la nourriture et la chaleur. La faim me serrait l'estomac, comme un poing. Depuis combien de temps n'avais-je pas mangé? Des jours, des semaines? J'étais trop faible pour faire autre chose que ramper vers le bout du tuyau. L'air était si froid qu'il me faisait mal. Mes vêtements n'étaient plus que des lambeaux, et lorsque j'essayais de m'envelopper dedans, je réalisais que ma peau était couverte d'étranges bosses pâles. Poussé par une curiosité malsaine, j'en ai touché une, et une douleur fulgurante m'a parcouru le bras. Quelque chose qui ressemblait à un minuscule ver de couleur encre s'était tortillé à l'intérieur, puis s'était enfoncé plus profondément dans ma chair. J'ai saisi ma tête avec horreur, puis j'ai senti une mèche de cheveux glisser entre mes doigts. J'avais tellement froid, tellement faim. Il m'a fallu une éternité pour traîner mon corps squelettique jusqu'au bout du tuyau brisé. Et même là, je savais que je n'aurais pas l'énergie d'aller beaucoup plus loin. Il n'y avait ni nourriture, ni abri contre le froid glacial. Et ce n'était pas seulement le vent qui hurlait. 4 formes plus noires que le noir se dirigeaient vers moi dans l'obscurité. Je ne pouvais pas voir clairement leur corps, seulement leurs yeux, qui brûlaient comme des charbons ardents dans l'obscurité. Ils semblaient encore plus affamés que moi. Leurs hurlements me glacèrent le sang. J'essayais de reculer, mais ils étaient plus rapides que moi, beaucoup plus rapides. Je glissais dans la boue grise au fond du tuyau et entendis un grognement sourd derrière moi. Puis ils se jetèrent sur moi. Je hurlai lorsque leurs dents s'enfoncèrent dans ma jambe. J'ouvris brusquement les yeux. J'étais de retour dans mon salon, mon crâne toujours prisonnier de ces longs doigts cauchemardesques. Nous pouvons te renvoyer à ce moment aussi souvent que nous le souhaitons. Combien de fois penses-tu être dévoré vivant avant que ton cerveau ne s'éteigne complètement?
Veux-tu le découvrir? Ou peut-être devrions-nous te faire descendre quelques niveaux plus bas? Qu'en penses-tu? Refuses-tu toujours d'accomplir ta mission? Il m'a relâché, me permettant de secouer la tête et de vomir mes tripes sur le tapis. Cette simulation du futur, ou quoi que ce fût, m'avait semblé aussi réelle que ma vie quotidienne. Le froid, la famine et la maladie dont j'avais souffert étaient autant de preuves que la chose monstrueuse devant moi disait la vérité. Nous vivons vraiment dans une simulation, une boucle temporelle. Elle empire un peu chaque année, afin qu'ils puissent tous se nourrir de notre peur et de notre souffrance. Ils m'ont montré l'enfer, et il n'a pas de fond. Comme je l'ai dit, je ne voulais pas vous raconter tout ça. J'aimerais pouvoir l'oublier moi-même. Mais ce n'est pas mon but. Je dois partager ce que j'ai découvert. C'est le seul moyen dont je dispose pour éviter l'avenir aussi longtemps que possible. Ne vous y trompez pas. Ils sont là. Ils ont le contrôle. Et changer d'année n'y fera rien, car l'avenir sera là plus tôt que vous ne le pensez.